Bonjour, avec cette 6e vidéo, toujours autour des repas et rituels, je vous propose d'aborder une forme, je tiens à le préciser, parfois difficile, la performance. Alors pourquoi difficile? En premier lieu parce qu'elle implique directement le corps, et en second lieu parce que les artistes, en faisant leur médium et leur sujet, touchent à de nombreux tabous. La performance, en ce sens, est souvent un art transgressif. Alors je commencerai avec une citation d'Emmanuel Kant, le philosophe allemand, fondateur du criticisme et de la doctrine de l'idéalisme transcendantal, qui publie en 1798 l'œuvre intitulée dans sa traduction française « Anthropologie d'un point de vue pragmatique ». Elle contient notamment les cours sur l'anthropologie que le philosophe a donné à l'université, et dans ses textes, il y défend l'idée, notamment bien connue, que la faculté de dire « je » a permis à l'homme de devenir une personne humaine, c'est-à-dire un sujet libre conformément à la raison. Voici à propos du repas ce qu'il écrit. « Si l'homme ne vit assurément pas pour manger, il ne mange pas non plus uniquement pour vivre. En quittant le cycle organique de la réplétion, c'est-à-dire le fait d'être rempli, physique, le repas crée un cercle, celui des relations humaines et parlantes. Lieu d'échange, mais aussi de rivalités et de conflits souvent dissimulés, la table offre en même temps un spectacle manifeste, celui de la mise en scène esthétique du simple fait de manger. Le repas peut alors devenir un rituel particulier où la réplétion animale apparaît sublimée, le corps transcendé, l'esprit élevé au niveau de l'absolu. Ceci dit, toute consommation est en même temps une consommation, et cela, l'homme est le seul de tous les êtres à en prendre conscience. Nous l'avons vu lors des derniers cours, la scène constitue le repas substantiel par excellence. Le corps de l'homme ingère la substance divine. « Je suis le pain de la vie », dit le Christ, mais voici que le pain descend du ciel et quiconque en mange ne meurt pas. Celui qui mange de ce repas vivra par moi. C'est ce que nous restitue l'Évangile selon saint Jean 6, 51-52. Le repas serait donc un seuil par où pénétrer dans un autre monde. Émile Durkheim, sociologue, considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne, a montré que les banquets sacrificiels auraient précisément pour objet, je cite, de faire communier dans une même chair la fidèle et son Dieu, afin de nouer entre eux un lien de parenté. Pour Émile Durkheim, le sentiment religieux n'est rien d'autre que la transfiguration du sentiment d'appartenance à une société, que les rites associés viennent simultanément exprimer et renforcer. Bien que l'auteur n'ait jamais renoncé à son attachement à la laïcité, les phénomènes religieux manifestent selon lui, mieux qu'aucun autre fait social, l'existence de la société et de l'interdépendance qu'elle implique entre ses membres. Pour faire la transition avec les nombreuses scènes évoquées les semaines dernières et nos rituels de repas, j'ai choisi d'aborder une forme d'expression qui s'est fortement développée au cours des années 1960 et 1970, la performance. Rappelons toutefois que sa genèse se situe au tournant des 19e et 20e siècles, ce temps moderne qui a vu naître l'avant-garde. Pour mémoire, citons le manifeste de la danse futuriste, publié en 1917, les interventions publiques des artistes dadaïstes, et là je pense en particulier à Sophie Tabor-Harp, Hugo Ball et ses poèmes onomatopéiques. Du côté transalpin, je pense aussi à Cangiulo, jouant un acrobate en forme de lettre.
Citons également la biomécanique de Meyerhold et les chorégraphies mises en scène d'Oskar Schlemmer. Et puis rajoutons encore les aveniristes russes auxquels Malevitch notamment a participé. Loin de chercher à produire du sens, certains de ces artistes cherchaient au contraire à trouver dans le langage primitif du geste le moyen de fonder le non-sens, c'est-à-dire désordonner le sens. C'est peut-être là l'une des rares voies possibles à ce moment-là, dans ce contexte de crise, pour éduquer cet homme moderne, asservi déjà par les effets désastreux de la Première Guerre mondiale, à savoir la mondialisation. Produire vite, produire plus et à moindre coût. Ce que nous avons poursuivi, nous le savons, avec une ampleur effrayante. Ces avant-gardes, et en particulier Dada, qualifiés très souvent de simples provocateurs, avaient alerté leurs contemporains dès 1912. Autrement dit, il s'agissait bien d'une révolte contre ce monde moderne. Alors à la suite de la libération sexuelle des années 1960, le corps est devenu un sujet central de travail pour un grand nombre d'artistes plasticiens, vidéastes, dont le médium d'expression le plus abouti, parfois le plus extrême, a été la performance. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est au Black Mountain College en Caroline du Nord que les happenings et performances se sont développés. Je citerai pour mémoire en 1952 John Cage et Merce Cunningham qui ont donné l'un de leurs spectacles peut-être les plus décisifs pour le développement de l'art, connu aujourd'hui sous le titre de l'événement sans titre. Élargir les frontières de l'art a été aussi l'un des buts d'Alan Caprow, principal théoricien du happening. Le happening se veut un événement dont la finalité est bien de sensibiliser le plus large public à la notion d'art la plus étendue. Le corps devient donc un recours, le principe d'une intégration de toutes les dimensions. Et puis, contrairement à ce qui a été peut-être un peu trop souvent écrit ou dit, la performance en Europe ne s'est pas développée 10 ans après les premières performances américaines. Là aussi, souvenons-nous, dès les années 50, en Allemagne, de Joseph Beuys, et en Autriche, des trois artistes Otto Mühl, Hermann Nitsch et Günter Brüss, qui ont repoussé les limites performatives, notamment dans le cadre donc, de l'actionnisme viennois. Alors, abordons une première œuvre avec Michel Journiac. Michel Journiac est considéré comme l'un des pères de ce qu'on a appelé depuis l'art corporel ou le body art. Il s'était orienté dans un premier temps vers des études de philosophie et de théologie. Entré au séminaire en 1956, il abandonne la vocation de prêtre en 1962 et commence à peindre autour de 1965. Mais c'est en 1969 qu'il délaisse ce médium et c'est au cours de cette année-là qu'il a réalisé l'une des actions les plus connues qui a pour titre « Messe pour un corps », réalisée donc en 1969 à la galerie Daniel Tamblon à Paris. Au cours de cette cérémonie, menée donc par Journiac, travesti en prêtre, le public est invité à consommer un boudin qu'il a réalisé avec son propre sang et dont il donne par ailleurs la recette. L'œuvre de Michel Journiac a donné un nouvel élan à l'art français et par-delà à l'art européen. Le corps n'est désormais plus seulement un sujet, il est un moyen. Le corps est actif, critique, ironique, et François Pluchart, critique d'art, le décrit comme un matériau. Il permet de montrer ce qui est caché. Le corps est pour lui comme une viande consciente, socialisée, faite de chair et de sang, tout en étant conscient du malaise profond que provoque en lui la société et inversement. Le travail de Michel Journiac permet donc au corps de passer d'un état passif
rendu obligatoire par la société de consommation, à l'état actif. Dans Messe pour un corps, Michel Journiac, travesti en prêtre, donc célèbre dans la galerie Templon à Paris, une messe en latin. À la fin de la messe, le prêtre Journiac propose pour l'Eucharistie une hostie très particulière, faite de boudin cuisiné avec son propre sang. Sang qui est prélevé donc en direct également au cours de la performance. Une recette de ce boudin humain est, je crois d'ailleurs, disponible au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Alors, je voudrais juste effectivement préciser que présenté ainsi, cela peut paraître choquant. Pour autant, quand certains d'entre nous mangeons du boudin fait avec du sang de porc, rappelons que nous partageons, je crois, plus de 99% de notre génome avec le porc. Donc, y a-t-il finalement, fondamentalement, une différence entre un boudin qui serait réalisé avec du sang prélevé sur l'homme ou le sang d'un boudin d'un porc abattu, faut-il le préciser? Pour cette cérémonie religieuse, l'artiste, loin de se faire le chantre de l'anticléricalisme, rappelons encore une fois que Journiac a été séminariste, représente donc, selon ses propres termes, l'archétype de la création, l'homme se nourrissant de lui-même et les hommes se nourrissant de l'artiste. Voici ce qu'en écrit Charles Dreyfus dans un article intitulé « Michel Journiac, corps-viande, ton contenu est social ». Je cite. « Avec Messe pour un corps, la galerie est transformée en lieu de culte. Journiac célèbre une messe rituelle en latin avec les actants Pierre Restany et Catherine Millet qui le secondent. Comme épître, il choisit un passage de l'Apocalypse où est annoncé un grand repas de chair et un passage de l'Évangile selon saint Marc concernant la scène. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, celui de l'alliance répandu par beaucoup. Pour la communion, Journiac partage avec l'assistance des rondelles de boudin cuisinées avec son propre sang. Il reproduit la signification profonde de la messe comme la réalisation anticipée du projet d'alliance de Dieu et de l'homme. Le rôle du prêtre est de tout incorporer dans le Christ. Et de citer les propos de Michel Journiac lors d'un entretien avec Jacques Donguy en mars 1985. Voici ce qu'explique l'artiste. On n'est pas du tout avec le christianisme dans le domaine des idées platoniciennes. On est dans le domaine d'une incarnation à travers une histoire qui se continue dans un être de chair et de sang. C'est le corps qui est fondamental. Il n'y a pas de christianisme s'il n'y a pas l'histoire d'un peuple qui peu à peu révèle un sens à l'histoire et ensuite ce sens s'incarnant mais au sens propre, chair et sang dans un individu. L'ultime finalité du christianisme, c'est le corps. Il n'y a pas d'incarnation. Les rites religieux ne sont pas accessoires, ils sont essentiels. C'est le rite qui retransmet le sens. De même qu'on a la perspective qui apparaît à la Renaissance, on a en même temps tout un développement religieux de plus en plus idéaliste avec le protestantisme et tout le développement du capitalisme. Mais on a en même temps, avec le protestantisme, la disparition, dans un certain nombre de cas, du rite, de l'objet, sous prétexte de purification et de contact direct avec la divinité sans l'intermédiaire du corps, sans l'intermédiaire des gestes. On va de plus en plus vers l'idéalisme, vers un comportement purifié, de plus en plus puritain et une censure de plus en plus grande du corps. Ce temps du partage à l'occasion d'un repas se développe chez un certain nombre d'autres artistes au cours de cette décennie. C'est le cas, par exemple, de Dorothée Sels et Anthony Miralda.
L'œuvre de Dorothée Sels est généralement associée au hit art, une démarche initiée par Daniel Spoerry. Là, je vous renvoie sur la première vidéo au cours de laquelle j'avais rapidement évoqué donc, le travail de Spoerry, donc, qui a créé le restaurant Spoerry le 17 juin 68 à Düsseldorf, puis la galerie Hit Art en 70, galerie qui est restée ouverte jusqu'en 1972. Inscrivant son travail dans le prolongement du Hit Art, Dorothée Sels a réalisé notamment ce qu'elle appelle des sculptures éphémères comestibles. Alors on a toutes sortes de choses, ça va d'objets insolites à des paysages urbains, des sculptures, où se mêlent en permanence le visuel, le gustatif et le festif. En 70, elle a par exemple organisé un repas en 4 couleurs, où chaque convive peut manger un plat monochrome, bleu, rouge, jaune et vert. Elle forme avec son époux jusqu'en 72, Antoni Miralda, et les artistes catalans Joan Rasbacal et Jaume Cifra, le groupe des traiteurs coloristes, qui réalisent des performances autour de la nourriture, réactivant des formes sociales de partage et d'échange. Ils célèbrent le baptême de la nourriture comme matériau de création artistique. La fête en blanc est une célébration réalisée le 13 juin 1970 au château de Verderonne, un château, un ensemble architectural, un des 16e au 18e siècle, qui est situé proche de Paris, à 50 minutes de la porte de la Chapelle. Et donc lors de cette fête en blanc, qui rappelle un petit peu tous nos propres rituels autour du mariage, autour du baptême, autour de la communion, s'est terminé par un formidable pique-nique donc blanc. Les cérémoniales, mémoriales, fêtes en blanc, illustre parfaitement le changement de diffusion et le développement de l'art en ce début donc, de décennie qui s'accompagne d'une dépersonnalisation et d'un anonymat de la production artistique. Donc c'est aussi avec la performance 2 questions majeures qui se posent sur lesquelles je reviendrai, à savoir le statut de l'artiste, qui fait quoi en quelque sorte, et puis le statut de l'œuvre, où est-elle ? Quelle est-elle? Et surtout, quid de l'éphémère dans cette question de l'objet d'art? Le rôle des artistes consiste alors à mettre en scène un scénario en choisissant un environnement et en déterminant un temps qui noue les participants, on peut dire, dans un même élan créatif. Des spectateurs qui, en passant à l'action, sortent de la passivité séculaire à laquelle ils ont été assujettis pour promouvoir cet art éphémère qui est vécu plutôt que vu. La fête en blanc respecte l'idée que le pique-nique ne signifie pas seulement satisfaire la faim, mais bien au contraire de s'inscrire dans un processus de profanation des valeurs du temps dominical. Pique-niquer devient une manière de jouer l'altérité, de réinventer sa façon d'être dans le monde en considérant le rituel du repas comme un acte d'agrément et de loisir propice à l'évasion, à la promenade, à la convivialité. Dorothée Sels conçoit ses sculptures en fonction du contexte dans lequel elle intervient, qu'il s'agisse de musées, de galeries ou de lieux publics, de l'événement célébré et du nombre d'invités. Ces offrandes comestibles sont imaginées pour que s'entremêlent, je le disais tout à l'heure, le visuel, le gustatif et le ludique, et l'ensemble prend vie de manière festive grâce à la participation active du public qui peut goûter ce qu'il voit. L'idée est que cet art éphémère reste dans la mémoire. Là encore, c'est une façon de sortir l'objet d'art de tout fétichisme. Les invités goûtent, picorent, même si mon travail n'est pas de les nourrir. Dans ces sculptures, il s'agit surtout de nourrir un peu l'invisible, explique l'artiste. Dorothée Sels et Antoni Miralda, réunis donc sous l'appellation des traiteurs coloristes,
en réalisant en commun une série de sculptures gâteaux où il mélange des éléments consommables et non consommables, abordait ainsi en particulier les questions liées à cette notion de contenant et de contenu, mais aussi de signifiant et de signifié. Anthony Miralda, que j'ai cité à plusieurs reprises, est un collectionneur passionné d'objets populaires liés à l'alimentation. Et il a continué dans le sens que nous avons déjà évoqué. Il a, à ses débuts, conçu son travail à partir d'observations politiques. Il aborde notamment les conséquences de la globalisation et les critiques à travers la nourriture et les objets qui y sont rapprochés. C'est vraiment un pionnier dans la lutte contre les questions qui concernent désormais tout le monde. La scène postcoloniale, l'excès occidental des dépenses de ressources pour la production alimentaire, la délocalisation massive des productions, etc., etc. Au fil du temps, Miralda a réalisé des productions plus complexes, impliquant des administrations, des entreprises, des gestionnaires, des chercheurs, n'hésitant pas d'ailleurs à quitter l'écosystème de l'art, c'est-à-dire celui des biennales, des foires, des musées et des galeries, pour la rue. Pourquoi? Parce que là encore, il s'agit bien d'étendre l'expérience artistique dans le domaine public. Dans ces projets, le label Food Art fusionne avec l'architecture, la sculpture, le graphisme, l'ethnographie, la performance, le rituel, la technologie. La création dans les années 90 à Barcelone et à Miami de sa fondation Food Cultura est donc bien l'aboutissement d'une démarche commencée aux États-Unis au début des années 70, qui l'a conduit à ouvrir un restaurant à Manhattan, El International, en 1984, avec le chef Montseguilen. El International devient un centre de création artistique et un véritable symbole culturel. Des installations et des performances cohabitent avec les pratiques sociales liées au repas, effaçant les frontières entre alimentation, art, design, architecture et médias. L'International fut une référence sur la scène new-yorkaise des années 80, avec cette fusion entre l'art et le rituel de la cuisine comme moyen de transmettre et de détourner les traditions, les métissages et les pratiques sociales. La langue, en tant qu'organe du goût et de la parole, et la langue en tant que diversité culturelle, est donc tout à fait logiquement extrêmement présente dans l'œuvre de Miralda, comme en témoigne par exemple cette œuvre intitulée Langue des langues, donc ce collage photographique qui insiste justement sur la dimension de la bouche, de la langue par rapport à ces différentes fonctions. Mais parmi ces œuvres importantes, citons également Sabores y Lenguas, créée pour la première biennale d'Istanbul en 1997. C'est une œuvre dont on peut dire qu'elle s'apparente à une sorte de work in progress, une œuvre évolutive selon la ville qui accueille l'exposition. Miralda ajoutait en effet différentes pièces en fonction du contexte gastronomique. Ce projet comportait notamment une série de plats en céramique dans lesquels diverses recettes et traditions culinaires de différentes villes du monde sont décrites. Une manière, bien sûr, de nous rappeler la grande richesse culturelle qui existe autour de la nourriture et comment elle commence à disparaître progressivement en raison de la prolifération de la restauration rapide, plus connue sous son terme anglophone de fast-food. Et malheureusement, il semble que, bien que nous vivions une période difficile, les longues files sur les drives de la célèbre enseigne américaine continuent à vraiment occuper nos contemporains.
Pour mémoire, donc certaines de ces œuvres, en particulier de ces plats en céramique, avaient été présentées au Musée international des arts modestes à Sète en 2009 lors d'une exposition intitulée « À table ». Pour finir aujourd'hui, je voulais évoquer une autre artiste, toujours à peu près de cette même période, qui a participé d'une certaine façon au mouvement Fluxus, c'est Alison Knowles. Artiste et poète américaine, donc traditionnellement rattachée à Fluxus, c'est une artiste qui a développé depuis les années 60 une œuvre qui tisse des liens entre la poésie, les arts visuels et la performance. Elle compte donc parmi les membres de Fluxus. Alors Fluxus, c'est un mouvement, peut-être un des premiers mouvements internationaux, puisqu'il apparaît évidemment aux États-Unis, mais aussi très fortement en Allemagne. Les premiers festivals Fluxus ont lieu en Allemagne, on le trouve bien sûr en France, au Japon, donc c'est un mouvement qui a été vraiment assez large, mais qui provient, je dirais, d'un cours finalement. La plupart des mouvements américains, que ce soit le pop art, l'art minimal, l'art conceptuel et Fluxus, tous les artistes qui constituent finalement ces mouvements ont participé à un cours extrêmement important dans les années 50, qui était le cours que donnait John Cage, le célèbre musicien, à la New School for Social Research. Donc ça, c'est un élément qui me semble important parce qu'on est au cœur ici d'un questionnement important qui tourne autour de la notion de hasard en particulier, où le hasard intervient comme élément vraiment constitutif de l'œuvre, de l'acte de création. Et puis c'est avec aussi John Cage un certain nombre d'éléments de langage, de vocabulaire qui vont, je dirais, migrer du champ de la musique au champ des arts plastiques, en particulier avec la notion de partition sur laquelle je reviendrai. Alison Knowles a conçu le déjeuner identique à la fin des années 1960, lorsque son ami et collègue artiste Fluxus, Philip Corner, avait remarqué qu'elle mangeait le même déjeuner tous les jours. Je cite, « un sandwich au thon sur du pain grillé avec du beurre et de la laitue, pas de mayonnaise et une tasse de soupe ou verre de babeur. » Avec Philip Corner, ceci devient une méditation prolongée, une partition et un journal. Transformant cette habitude en performance, elle a demandé à des amis d'essayer le même déjeuner, souvent dans un restaurant local, et d'écrire sur leur expérience. Le projet a évolué pour inclure des repas communautaires servis par Alison Knowles elle-même. Des repas qui ont été réactivés d'ailleurs encore assez récemment au MoMA à New York. Et puis ça a été aussi des livres d'artistes qui rassemblent des photographies et des descriptions des événements par les participants. Répéter le geste fit du repas une réflexion consciente sur une activité donc quotidienne. Là aussi, ce rapport au quotidien est très présent dans le mouvement Fluxus. Il est également très présent dans le pop art. Nous avions cité Andy Warhol, mais Andy Warhol qui lui aussi a travaillé autour de la nourriture et en particulier le fait, cette action de manger un hamburger par exemple. On a aussi une grande chorégraphe, danseuse comme Anna Alprin qui elle aussi a choréfié le repas sur scène. Donc on voit que c'est une préoccupation qui est vraiment de cette époque, de s'intéresser finalement à ces gestes quotidiens. Et d'une certaine façon, ces artistes des années 60 et 70, bien entendu, réactivent des actions qui avaient été mises en place par les avant-gardes au début du XXe siècle. Ça a été finalement ce grand élan autour de ce qu'on a appelé ce rapprochement entre l'art et la vie. Donc des amis de l'artiste intéressés ont participé à ce déjeuner identique. Les reçus dans les restaurants ont été gardés. Toutes les petites différences entre les repas ont été soigneusement notées.
Et cette expérience a été documentée autour des goûts, des habitudes, d'un repas particulier. Alors ici, je vous montre quelques exemples de la série de sérigraphies que Knowles a réalisées sur cette partition d'événements intitulée Identical Lunch. Alors la sérigraphie, on l'a évoqué là aussi avec Andy Warhol la semaine dernière. La sérigraphie, c'est un médium qui est en pleine expansion dans ces années-là, que les artistes utilisent pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est un médium qui amène évidemment des qualités plastiques tout à fait particulières, mais c'est aussi toujours dans cette sorte de défétichisation de l'objet d'art par rapport à la série, par rapport à la reproduction, de produire donc des œuvres plus accessibles au grand public. Et puis la sérigraphie, c'est aussi ce côté mauvaise qualité en imitant le grain grossier des impressions de journaux, ramenant aussi l'art à ce qu'on appelle finalement une culture beaucoup plus populaire. Et puis toute cette documentation de l'expérience est réunie donc dans un petit livre en forme de journal où tous les participants ont pu décrire leur expérience selon la forme littéraire qui leur convenait. Le processus d'Identical Lunch se dévoile dans cette documentation, là où la répétition de l'identique produit un effet de juxtaposition et de cumulation. Par la répétition, l'ordinaire montre ses conditions de possibilité. Donc on a vraiment cette idée de partition, j'insiste, qui n'a rien à voir évidemment avec ce que nous connaissons d'une partition musicale, avec sa portée et tous ces signes du langage musical, on va dire classique. Dans le langage Fluxus, une partition, c'est parfois juste un mot, quelques éléments syntaxiques dans le meilleur des cas, qui est proposé à tout à chacun. Tout le monde peut interpréter une partition Fluxus, ce qui bien sûr pose à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, la question du statut de l'artiste et puis la question bien sûr du statut de l'œuvre. C'est aussi par rapport à la performance, ce que nous montre ici ce journal, ça pose la question effectivement par rapport à l'éphémère de la trace de cette documentation. Le livre d'artiste est ici un moyen de conserver une certaine mémoire de l'œuvre, mais qui ne se substitue pas à l'œuvre et qui devient elle-même un autre objet. Cette question de la documentation, elle a été particulièrement importante avec les artistes américains du land art qui ont bien entendu beaucoup photographié, écrit sur ces œuvres qui n'étaient même pas visibles. Donc il y a ici vraiment cette importance de la documentation, toujours ce rapport au hasard que nous avions évoqué aussi tout à l'heure. Donc la semaine prochaine, nous terminerons ce chapitre sur la performance. Je vous présenterai des artistes très différents. Des artistes comme Paul McCarthy, donc un des artistes qui apparaît, dont le travail apparaît sans aucun doute comme l'un des plus transgressifs. Et puis nous aborderons aussi des artistes beaucoup plus proches de nous, comme Rirkrit Tiravanija ou encore Vanessa Beecroft. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine.